Alors maintenant, c'est au tour de Caroline qui va nous parler aujourd'hui. De sous-groupe additif de R. Alors, on va considérer G un sous-groupe de R+, non réduit au singleton 0. Non réduit à 0. Et on va montrer que soit G est dense dans R, soit G est dense dans R, soit G va s'écrire comme AZ avec un A appartenant à R+, différent de 0. Donc pour cela, on va considérer dans un premier temps l'ensemble H qui est égal à l'ensemble des éléments de G qui sont strictement supérieurs à 0. Et on va montrer que cet ensemble est non vide et qu'il admet une borne inférieure. Donc comme G est un groupe non réduit au singleton 0, il existe un élément appartenant à G qui est différent de 0. Et donc si G est strictement positif, alors cet élément va appartenir à l'ensemble H. Et si G est strictement négatif, comme on est dans un groupe, il va admettre un symétrique. Son symétrique moins G sera strictement positif. Et on aura moins G qui appartient à l'ensemble H. Donc notre ensemble H est non vide. Il est minoré par 0. H est non vide et est minoré par 0. On sait qu'une partie de R non vide et minorée admet une borne inférieure. Donc H admet une borne inférieure qu'on va noter petit a. Et on aura donc A supérieur ou égal à 0 parce que H est minoré par 0. Donc maintenant, on va considérer le cas pour lequel A est égal à 0 et lequel pour le cas A est strictement supérieur à 0. Donc on va commencer par le cas où A est égal à 0 et on va alors montrer que G est dense dans R. Donc pour cela, on va montrer que pour tout alpha bêta appartenant à R avec alpha strictement inférieur à bêta, l'intersection de G avec l'intervalle ouvert alpha bêta n'est pas l'ensemble vide. Et on va utiliser la caractérisation de la borne inférieure. Donc on sait que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un élément de H tel que G sera strictement inférieur à la borne inférieure plus epsilon. Donc cette caractérisation, on va l'utiliser régulièrement dans notre démonstration. Donc là, on va prendre comme epsilon bêta moins alpha. Donc on aura bien un epsilon strictement supérieur à 0. Donc il va exister un élément appartenant à H. Donc on aura G strictement supérieur à 0. Et ce G sera strictement inférieur à A plus epsilon. Or A est égal à 0, donc strictement inférieur à bêta moins alpha. Et on va montrer qu'il existe un N naturel tel que NG appartienne à l'intervalle alpha-bêta. Et on va poser comme N la partie entière de alpha sur G plus 1. Donc par définition de la partie entière, on sait que la partie entière de alpha sur G est inférieure ou égale à alpha sur G et strictement inférieure à alpha sur G, la partie entière de alpha sur G plus 1. Donc de cette inégalité, on peut écrire que alpha sur G est strictement inférieur à n. Et de cette inégalité, on peut dire que n est
inférieur ou égal à alpha sur G plus 1. On va multiplier par G qui est strictement positif, donc on aura alpha strictement inférieur à NG, inférieur ou égal à alpha plus G. Or, G, on l'a pris strictement inférieur à bêta moins alpha, donc ici, on aura un strictement inférieur à bêta. Donc, on a bien trouvé un élément appartenant à l'intervalle alpha-bêta. On sait que G appartient à H, donc il appartient à G qui est en groupe. Donc NG va aussi appartenir à G. Et donc notre intersection, G avec l'intervalle alpha-bêta, sera différente de l'ensemble vide et ça signifie que G est bien dense dans R. Donc G est dense dans R. On va maintenant considérer le cas A strictement supérieur à 0 et on va alors montrer que G s'écrit à Z. Donc pour cela, on va d'abord montrer que notre A appartient à l'ensemble H. On va supposer qu'il n'appartient pas à H et on va aboutir sur une contradiction. Donc supposant que A n'appartienne pas à H. On va une fois de plus utiliser la caractérisation de notre borne inférieure. Donc on va prendre cette fois un epsilon qui est égal à AA. Il est bien strictement supérieur à 0. Donc on sait qu'il existe un élément que je vais appeler G1 appartenant à H, tel que G1 est strictement inférieur à epsilon plus A, donc c'est-à-dire à 2A. Et on sait aussi que ce G1, il est supérieur ou égal à A, sauf que comme ici A n'appartient pas à H, il sera strictement supérieur à A. Et on va utiliser une deuxième fois la caractérisation de notre borne inférieure en prenant cette fois comme epsilon G1 moins A. Donc on a bien ce epsilon qui est strictement supérieur à 0 et il va exister un deuxième élément dans H tel que G2 sera donc cette fois strictement inférieur à A plus epsilon, c'est-à-dire à G1. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ce G2 sera strictement supérieur à A. Donc à partir de là, on peut dire que G1 moins G2 est strictement supérieur à 0. G1 et G2 appartiennent à G, G étant en groupe. G1 moins G2 appartient aussi à G. Et donc ça signifie que G1 moins G2 appartient à l'ensemble H. Or, d'après toujours ces deux inégalités, on voit que G1 moins G2 est strictement inférieur à A. Et ce qui est absurde parce que A est la borne inférieure de H. Ce qui signifie en fait que A appartient bien à H. Et on va maintenant pouvoir montrer notre égalité par double inclusion. Donc il y a une inclusion qui va se faire automatiquement, maintenant qu'on a montré que A appartient à H, donc ça veut dire que A appartient à G, et ça veut dire que comme G est un groupe, pour tout Z entier relatif, AZ va appartenir à G. Donc on a bien cette inclusion. Pour la deuxième inclusion, on va prendre un élément G dans G, et cet élément, on va l'écrire comme NA plus R, avec N qui est égal à la partie entière de A sur G, et R qui va être égal à G moins NA. Donc à partir de là, on peut remarquer que R est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à A. G appartient à notre groupe G, A appartient aussi à G, donc NA appartient à G, ce qui
implique que R va aussi appartenir à G. Si R était strictement supérieur à 0, alors il appartiendrait à l'ensemble H et on aurait une contradiction avec le fait qu'il est strictement inférieur à la borne inférieure. Donc, on en déduit que notre R est égal à 0, ce qui signifie que G est égal à NA et qu'il appartient à l'ensemble AZ. Donc au final, on a bien montré notre égalité, ce qui conclut le théorème. Quand on a un sous-groupe additif de R qui est non réduit au singleton 0, ce sous-groupe est soit dense dans R, soit de la forme AZ, pour un A strictement positif. J'ai deux applications après. Ah oui, oui, il y a le temps. Alors, on va prendre U et V des réels non nuls, tels que U sur V ne soit pas rationnel. Et on va montrer que UZ plus VZ est dense dans R. Donc pour montrer que c'est dense dans R, on peut dans un premier temps remarquer que UZ plus VZ est un sous-groupe additif de R. Donc d'après le théorème qu'on vient de montrer, soit il est dense, soit il s'écrit de la forme AZ. Et on va supposer que UZ plus VZ est de la forme AZ avec un A strictement positif. U et V appartiennent tous deux à ce groupe, donc il existe P et Q appartenant à Z étoile, différents de 0 parce qu'on les a bien supposés différents de 0, tels que U soit égal à AP et V soit égal à AQ. Donc U sur V va être égal à P sur Q. P sur Q, comme on a pris P et Q dans Z, c'est un rationnel et on obtient une contradiction avec le fait qu'on est supposé U sur V irrationnel, ce qui implique que UZ plus VZ n'est pas de la forme AZ, donc il est dense dans R. Donc UZ plus VZ est dense dans R. Et on a aussi une deuxième application. Oui, tu peux l'énoncer, et puis on verra après, plus tard. Alors, en deuxième application, on peut considérer l'ensemble C des cosinus de n avec n appartenant à n et montrer que cet ensemble est dense dans l'intervalle moins 1, 1. Donc en fait, pour cela, on va prendre un élément de moins 1, 1. On va dire qu'il existe un θ appartenant à R tel que cosinus de θ soit égal à x, à l'élément qu'on prend. Et on va construire une suite de C qui converge vers x, vers cet élément x. Et pour cela, on va en fait considérer le groupe Z plus 2πz. Donc on utilise la première application en disant que ce groupe est dense dans R, ce qui signifie que qu'il existe une suite de Z plus de πz qui va converger vers θ. Et on va du coup, avec cette suite θn, construire une suite cosinus de θn qui va converger vers x. Très bien, très très bien. Bon, on arrive aux 15 minutes. Impeccable, merci. On va partir sur les questions. Alors, d'abord, là, il y a un moment où ici, le n égale partie entière de A sur G. Il y a peut-être quelque chose à vérifier. Oui, on prend G qui est non nul. Non nul. Non nul, oui. Donc effectivement, parce que pour 0 c'est bon, on a l'inclusion, c'est clair, et donc on peut supposer. D'accord. Donc on. Différent de 0. Ouais, on peut se ramener à G. Dans le théorème, on a G qui est dense dans R.
où G est monogène en quelque sorte, hein. Donc c'est une alternative monogène ou dense, hein. Est-ce qu'on a des exemples dans les deux cas? Alors, un exemple de sous-groupe additif qui est dense dans R, on a par exemple l'ensemble des rationnels. Oui. Oui. Donc, qui serait dense dans R. Et puis dans les exemples qu'on a vus. Et dans les exemples qu'on a vus, on a l'ensemble C, cosinus de n, avec n qui appartient à n. Enfin, il serait dense dans l'intervalle -1, 1. Non. Cosinus n, il n'est pas dans... C'est plutôt son image réciproque. Oui, lui, il est dense dans l'intervalle On coupera. 1. Non, mettons avant. Le UZ plus VZ avec U sur V irrationnel. Oui, alors un exemple de ça. Un exemple concret, pas avec des U et des V. On prend U égale 1, par exemple. Z plus 2πz. Oui. Ou racine de 2z. Ou racine de 2z. Voilà, donc ça, c'est des exemples concrets. Donc, on en a. Et puis, puis des sous-groupes monogènes, qu'est-ce qu'on a? Le plus célèbre. Z plus. Z pour l'addition, oui, exactement. Ouais, très bien. Alors, maintenant, une question un petit peu plus difficile. Si on a... on regarde l'ensemble des éléments de module 1 dans C, c'est-à-dire le cercle muni de la multiplication. Donc on peut effacer à gauche, là, on peut juste, à partir du 1, on garde l'énoncé, oui, très bien. Là, comme ça, on regarde, on l'appelle U, pour la multiplication, l'ensemble des éléments, pour la multiplication de C, hein, donc c'est la multiplication de C, donc c'est les éléments de module 1, hein. Z, oui. Appartenant à C. Z de module 1, donc c'est un sous-groupe de C étoile, hein, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'un sous-groupe de U? Alors, on va essayer de construire un morphisme entre R. R pour quelle loi? R+. Oui. Dans notre groupe U. Oui. Et à un θ, on va associer exponentielle de 2pi θ. Oui, par exemple. Donc là, le module sera bien égal à 1, donc c'est bien défini. Oui. On prend un sous-groupe de U. Oui. Et un sous-groupe Oui. qu'on peut noter A. Oui. Et on va regarder son image réciproque, phi-1 de A. Oui. Qui sera alors, il n'y a pas une vraie flèche, hein, c'est une flèche bizarre, quoi. Voilà, comme ça. Ouais, très bien. Oui, c'est pas une bijection. Oui. Et donc, phi est un morphisme. Donc, si jamais ici, donc phi-1 de A va être un sous-groupe de R+, donc soit il va être dense, soit il va être de la forme AZ. Oui. Donc, si jamais il est dense, par continuité de la fonction, notre A sera dense aussi. Alors pourquoi? Comment on récupère A à partir de phi-1 de A? Parce qu'on a un morphisme qui est surjectif. Oui. Donc A est égal à A, on peut le récupérer comme étant, phi de... Ah, c'est pas phi rond, parce que phi-1 n'existe pas, c'est phi 2. C'est phi 2, phi-1 de A. Voilà, comme ça. Voilà. Donc comme phi-1 de A est dense dans R, et que phi est continu... il va exister une suite de R qui converge vers cet élément, et par continuité de la fonction phi, on aura une suite du coup de U qui va converger aussi vers A.
Pas vers A. A, c'est un ensemble. C'est la qui suite. va converger vers un élément. Mais pas de Non. A, parce que faut prendre un élément de U. C'est Oui, dense oui, dans oui, U. c'est dense dans Ouais, U, on pardon. pourrait reprendre un petit peu. Alors, si phi-1 de A est dense dans R, on va montrer que A est dense dans U. Donc, on prend en fait un élément appartenant à U. Donc, on va prendre, par exemple, Y appartenant à U. Donc, il va exister un X dans R tel que phi de X est égal à Y. Et si phi-1, si phi-1, non, Oui, si phi-1 de A. si phi-1 de A est dense dans R, donc il existe une suite de phi-1 de A qui va converger dans R. Donc il existe une suite qu'on va noter UN d'éléments de phi-1 de A, telle que cette suite UN tend vers X. Donc, par continuité de notre fonction phi, phi de UN va converger vers phi de X, qui est égal à Y. Et ces phi de UN appartiennent à l'ensemble A. Donc on a bien trouvé une suite d'éléments de A qui convergeait vers un élément de U, Oui, ce oui. qui signifie que notre ensemble est bien dense dans U. D'accord. Et si G maintenant est monogène, Alors cette fois, si G est monogène, qu'est-ce qu'on peut dire de A? A sera monogène aussi. Pourquoi? Comment on peut récupérer A à partir de phi-1 de A? Parce qu'on peut écrire, Grand A, hein, grand A. oui, pardon, grand A, comme l'image de Oui. l'image réciproque. Et pourquoi ça? Quelle est la propriété de phi qui permet d'affirmer ça? Parce que phi est surjective. Eh oui, parce que phi est surjective. Et donc maintenant, A, pourquoi il est monogène? Parce que phi est un morphisme. De groupe. Et l'image d'un monogène, c'est toujours un monogène. Ok. On va essayer de bien garder précieusement ce qui est ici, là, pour cette construction, justement, pour essayer de faire quelque chose d'un peu concret. Tiens, on va effacer cette partie du tableau. Alors, on va essayer de trouver... On suppose qu'on a une calculette pour des petits calculs, mais essayons de trouver donc un élément de... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait trouver? On veut trouver un élément dans Z plus racine de 2, de grand Z, hein, grand Z, ouais, les entiers, plus racine de 2, grand Z, qui se trouverait entre pi, donc on va je ne sais pas comment on va l'appeler, bon, H peut-être, H. G, oui, H. Oui, H. Ben non, parce que G c'est déjà pris dans ici, là. H, tel que H est compris entre pi et pi, ouais, H, et pi plus 0,2. Voilà. Alors peut-être, voilà, donc, bon, alors on va essayer de voir déjà la démarche, hein. Alors, donc déjà on peut remarquer que Z plus racine de 2Z est un sous-groupe additif de R. Oui. On a 1 sur racine de 2 qui est irrationnel, donc on n'est pas dans le cas où ce groupe est égal à AZ. Oui, oui. Donc c'est le cas où Z plus racine de 2Z est dense. Oui, oui. Et du coup, on va en fait... On va suivre la démarche. On va suivre hein, la démarche ici. Oui, oui. Et Alors, il faut déjà trouver ce petit G. Ce qu'on peut oui. écrire. On veut trouver un G.
On peut écrire, hein. Qu'est-ce que c'est que alpha? Qu'est-ce que c'est que bêta? Qu'est-ce que c'est que... On va essayer de tout écrire. Donc on aura ici notre bêta. Combien il vaut alpha dans cette histoire? Alpha. Non, je sais pas. Alpha c'est pi. Oui. Et bêta c'est pi sur 2. Pi plus Voilà. 0,2. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors donc maintenant, on veut G, Et compris on entre... trouver un G. Oui, on va trouver un G strictement compris entre... Alors à gauche, 0,2. oui, et 0. Et Voilà. Bon, alors, donc, on va remarquer... Bon, alors, on va prendre... Donc là, je vais aider un peu. Racine de 2, c'est égal à 1,41, et etc. Et donc, ça fait que si on fait 10 fois 0,2, racine de 2, pardon, 10 fois racine de 2, moins 14, et on enlève 14. Et là, voilà. Donc, on aura 0, 1. 0, bah le Bah, 0, oui, 0. 0, de toute façon, c'est ce qu'on veut. Et puis là, 0, voilà. Donc là, on l'a. Donc, on a notre G, voilà, qui est égal à 10 racine de 2 moins 14. Ouais. Et en fait, on veut trouver le n Oui. tel que ng appartienne à notre intervalle alpha. Oui, bêta. oui, c'est ça. Ça sera Ouais. notre h. Et ce n, Ça va être, ouais. il doit être égal à Ouais. alpha, donc c'est pi Pi, sur ce g. oui. Voilà. Plus 1. Plus 1. Voilà. Alors bon, alors avec la calculette, on tombe sur 23. Voilà. On tombe sur 23, donc ça veut dire que Quel est le nombre cherché? le nombre recherché, là, ce h, il va être égal à 23g, Oui. c'est-à-dire 23 facteur de 10 racine de 2 moins 14. Voilà. Très bien. Impeccable. Alors, je voulais donner quelques petites précisions sur comment on peut trouver ce genre d'approximation par une méthode un peu plus officielle. Et j'en profite pour introduire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, vous avez certainement entendu parler, la notion de fraction continue, qu'on devrait appeler fraction continuée. C'est une mauvaise traduction, à mon avis, de l'anglais. Alors, les fractions continues permettent de trouver des belles approximations, surtout dans ce cadre-là. On va voir ça. On prend racine de 2. D'accord ? Racine de 2, sa partie entière, c'est 1. Donc, on va écrire que c'est racine de 2 plus racine de 2 moins 1. Que c'est 1, pardon, plus racine de 2 moins 1. Voilà. Donc, comme ça, on a la partie entière, et là, on a les éléments petits, beaucoup plus petits. Alors ici, je vais prendre l'inverse de ça, comme ça ne change rien, mais l'inverse de ça, c'est quoi? L'inverse de racine de 2 moins 1, vous vérifiez que c'est racine de 2 plus 1. Voilà, hein, c'est une identité remarquable. Donc ici, ça fait 1 plus 1 sur, et là, racine de 2 plus 1, et bien sa partie entière, c'est 2 maintenant. Donc ça va être 2, j'écris le 2, plus, qu'est-ce qui va rester? Racine de 2 moins 1. Voilà, donc jusqu'à présent, là maintenant, j'ai plus qu'à amorcer une récurrence. J'ai 1 plus 2 plus racine de 2 moins 1 qui est égal à 1 sur racine de 2 plus 1. D'accord? Donc, qui va être égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1. Ici, on va avoir
le fameux racine de 2 moins 1 qui va nous permettre de continuer, etc. Et ça nous donne des bonnes approximations de racine de 2. Alors, première approximation, regardez, eh bien, c'est 1 plus 1 demi. C'est-à-dire que je vais dire, bon, bah, ça, c'est petit et ça ne va pas influencer sur le reste. Donc, j'ai ça. Et ça va faire 3 demi. Ce qui va me faire un élément, bah, ça va être 3 moins 2 racine de 2, qui va être pas loin du coup de 0. Alors ça, c'est pas, ça c'est à peu près égal. Donc ici, ça va être à peu près égal à 0. Hein, d'accord, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça peut être un excellent élément petit g. Pardon. Ici, si on prend g égale ça, qu'est-ce qu'on... Bon, alors j'ai plutôt pris 3 moins 2 racine de 2 plutôt que 2 racine de 2 moins 3 pour qu'il soit positif. Hein. Et là, vous vérifiez, hein, racine de 2, ça fait à peu près 1,4. C'est un peu plus grand qu'1,4, mais plus petit qu'1,5. Donc ici, ça va être entre 2,8 et 3. Et donc, ça va bien, on va bien voir que G est compris entre 0 et 0,2. Donc on avait un élément intéressant qui provient des fractions continues. Maintenant, si on n'avait pas trouvé notre bonheur hein, dans cette approximation, eh bien, on serait parti sur l'approximation plus fine, 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2. On s'arrête là, d'accord? On ne continue pas. Hein, voilà. Et là, ça fait, on multiplie par 2 en haut et en bas, ça fait 2. 2 au carré plus 1, 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Donc 2 cinquièmes, donc là ça fait 7 cinquièmes. Bah oui, c'est le fameux 1,4. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah cette fois-ci, on va poser G égale 5 racine de 2 moins 7. 5 racine de 2 moins 7, bah oui, on est bien dans Z plus racine de 2, Z. Et on va avoir quelque chose d'encore plus précis qui, lui, va être compris carrément, hein, si on regarde bien, entre 0 et 0,1, et même certainement mieux que ça. Je n'ai pas calculé sur moi pour faire les calculs, mais je suis sûr que c'est beaucoup plus précis que ça, parce qu'on a de très belles convergences, et ici, si ça ne nous satisfait pas, on peut continuer. Ce qui fait que, ici, avec les fractions continues, d'accord, on a un moyen sûr. Même si ici j'avais mis 0,00001, je continuerai ma fraction continue, je m'arrêterai à un certain moment et je suis sûr de trouver un élément ici, en tout cas petit g, et ensuite bah, le petit h il est automatique. Et d'ailleurs, on peut remarquer que celui-ci, c'était le double de celui-ci. Donc en fait, on aurait pu prendre directement celui-ci. Ça aurait été plus joli. Mais bon, le système de base 10, quand on compte avec les doigts, c'est incontournable. Voilà.